Bonjour, très chers apprenants. Je me présente, c'est Mouché Fall, Papis Komaha, professeur d'histoire et de géographie. C'est un plaisir pour moi de revenir vers vous pour vous présenter un thème, un thème aussi très intéressant et à la fois très vaste. Pourquoi? Parce que tout simplement, il couvre pratiquement toutes les leçons ayant trait à la décolonisation, donc au mouvement de décolonisation en classe de terminale. Ce thème, je l'ai intitulé les mouvements de décolonisation, deux points, similitudes, particularités et complexité. Je reprends, les mouvements de décolonisation, deux points, similitudes, particularités et complexité. On va ensemble, on va essayer de définir la notion de décolonisation. Qu'est-ce qu'on entend par décolonisation? La décolonisation peut être définie comme étant un processus d'émancipation des colonies, décolonisées, si vous voulez, vis-à-vis des métropoles donc colonisatrices. Elle est aussi une expression d'émancipation des populations sous domination coloniale. La décolonisation a revêtu deux formes essentielles, la forme pacifique et la forme violente. Alors, du coup, pour l'étude de ce thème, quelques questions peuvent surgir. Quelles sont les similitudes des mouvements de décolonisation? Qu'est-ce qui explique la particularité et la complexité de ces mouvements de décolonisation? Alors, chers apprenants, notre présentation sera axée sur ces interrogations soulevées. Par ailleurs, il serait important quand même de revenir sur les causes générales des mouvements de décolonisation d'abord. Pourquoi? Parce que tout simplement, une telle démarche aiderait à mieux appréhender le thème. Jusque-là, ça va? Pour les causes générales de la décolonisation, il s'agit d'évoquer les motivations, ce qui a poussé, les raisons, ce qui a poussé donc au peuple colonisé de vouloir coûte que coûte rompre avec ce système oppressif colonial. Et on peut noter les causes internes et les causes externes. Pour les causes externes, pour le comprendre, il faudra jeter un regard sur les systèmes d'administration coloniale, tels que l'exploitation économique. Cette exploitation économique, on la remarque à travers le travail forcé. Le travail forcé. Beaucoup d'auteurs scientifiques, historiens, entre autres, ont travaillé sur cette thématique, comme Babacar Fall, professeur à la FASTEF de l'UQAD de Dakar. Il y a aussi Frédéric Coupeau, qui a consacré des écrits sur le travail d'une façon générale. Et on peut parler aussi de l'exploitation de la main-d'œuvre, la mise à profit de la main-d'œuvre pénale, cette exploitation de la main-d'œuvre pénale. Il y a un historien aussi qui a consacré quelques pages à ce thème, travail de l'exploitation de la main-d'œuvre. Il s'agit de Ibresen, un professeur Ibresen qui est aux États-Unis. Donc, beaucoup d'historiens ont travaillé sur ces questions. Toujours dans le cadre de l'exploitation économique, on peut souligner les prestations, on peut souligner les taxes, les patentes,
l'impôt de capitation, l'impôt de case. On peut rajouter même un autre type d'impôt, même si ça n'a pas trait à l'économie, c'est l'impôt de sang, c'est-à-dire la participation à l'effort de guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et même la conquête militaire. Toujours comme forme d'exploitation économique qui a poussé les peuples colonisés à vouloir rompre avec le système colonial, c'est l'imposition des cultures de rente, c'est-à-dire des cultures qui sont destinées à l'exportation. Vous êtes sans savoir que durant la période coloniale, il y a des types de cultures qui ont été introduites, qui ont été imposées par les administrateurs coloniaux. Il s'agit de l'arachide au Sénégal, du coton au Mali, du caoutchouc en Guinée, du cacao en Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc, ces cultures ont été imposées au détriment des cultures vivrières. C'est juste pour amener les Africains à délaisser leur culture vivrière et à s'adonner, à s'activer. Et donc, sur les cultures de rente destinées donc à l'exportation. Jusque-là, ça va. Ici ajoute la ségrégation salariale au niveau des entreprises, car les indigènes n'avaient pas donc le même salaire que les citoyens et les Européens. Et ceci a suscité la réponse, la réaction des syndicats tels que l'UCTON, l'Union des travailleurs d'Afrique noire, il y a FO, Force ouvrière, voilà, qui sont entrés dans la danse pour prendre en charge la lutte syndicale contre l'injustice coloniale. Et leur cri de cœur, on peut le résumer en ces termes: à travail égal, salaire égal. Donc ils veulent plus de justice, plus d'équité du point de vue salarial. Ceci va pousser certains leaders charismatiques qui sont inspirés du panafricanisme de William Du Bois aux États-Unis, de Marcus Garvey, c'est le cas de Kwame Nkrumah, et tant d'autres leaders africains qui veulent coûte que coûte rompre avec ce système colonial. Et cela a été visible en 1955 à la conférence de Bandung dirigée par Gamal Abdel Nasser. Il y a aussi Sukarno, il y a aussi, on peut souligner aussi Jawaharlal Nehru, voilà, entre autres, qui ont participé donc à cette conférence de Bandung. L'élément central, c'était quoi? L'accession des colonies à l'indépendance, donc de mettre fin à la colonisation. Il y a aussi les élites intellectuelles qui ont mené le combat, tels que la FEIAMP, la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone, qui ont mené aussi le combat. Autre élément qui peut justifier ces mécontentements, c'est l'école, l'école coloniale. Avant d'aborder l'école coloniale, revenons rapidement sur l'aspect politique. La vie politique était entre les mains des administrateurs coloniaux, était confixée. Ce sont les administrateurs coloniaux qui avaient le pouvoir le pouvoir de nommer, mais le pouvoir aussi de destituer, de révoquer les chefs. Donc, on voit grosso modo tout un ensemble de systèmes de coercition, tout un ensemble de systèmes de contrôle économique, de contrôle des hommes et de leurs espaces. Et cela est légitimé par le code de l'indigénat, par le décret du 30 septembre 1887. Donc, ce code de l'indigénat octroyait de larges pouvoirs aux administrateurs coloniaux, comme par exemple dans les colonies françaises, qui avaient la possibilité de sévir
qui avait la possibilité d'opprimer, d'exercer, comment encore, des brimades, voilà, si vous voulez, à l'endroit des brimades sur leur sujet, entre guillemets. Alors, ceci, avec la bastonnade, les tortures, vont amener les peuples colonisés à réagir. Par ailleurs, il faudra signaler que la décolonisation ne se résume, pardon, la colonisation n'est pas uniquement domination, exploitation économique, contrôle des hommes, par l'arrestation, par l'exil forcé, la déportation, les mises en résidence surveillée, les interdictions de séjour. Non, ce n'est pas seulement cela. La colonisation, elle est aussi domination culturelle, elle est aliénation culturelle. Oui. Et les Européens l'ont compris en créant un peu partout dans les colonies des écoles pour amener les Africains à délaisser les peuples colonisés comme en Asie, comme en Afrique, à délaisser leurs valeurs ancestrales, leurs valeurs donc culturelles. Et l'école donc y a joué un grand rôle, de même que les missionnaires. D'accord. Et juste une petite parenthèse, dans le cadre des résistances coloniales, certains leaders charismatiques, des créateurs d'émotions, des ordres soufis, des prêtres ont mené le combat culturel. Voilà. On peut citer entre autres Sidina Limamoulaye, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hajj Malick Sy, Cheikh Amala, qui est fondateur du mouvement Amalis, qui a été arrêté à maintes reprises et déporté aussi à maintes reprises, avec ses partisans. Des centaines, je dis bien, des centaines et des centaines d'Amalis ont été arrêtés, déportés, internés dans des camps, à Songo, à Bourem, etc. Alors, ils ont compris, ils ont mené le combat sur le plan culturel pour amener les sociétés négro-africaines à s'enraciner dans leurs valeurs, à s'enraciner donc dans leur réalité culturelle. Dans certaines contrées, comme en Basse-Casamance, il y a des figures emblématiques, des prêtresses qui ont mené aussi le combat, et des prêtres qui ont mené le combat culturel. À l'Institut Diatta, Sia Lebe, Diatta, l'Institut Diatta à Cabrousse, la reine Sibeth à Cabrousse. Il y a aussi à Impen, Djeyou, la reine Sibeth, pardon, à Siganar, et non Cabrousse. Il y a aussi à Impen Djeyou, toujours à Siganar, dans le Ousoui. Donc, autant d'éléments, donc autant de leaders qui ont mené le combat contre le colonialisme, contre la colonisation. Et si vous allez aussi en pays payote, on peut souligner l'exemple du chef Kupoti Bassen, Kupoti Bassen, qui a aussi mené le combat. Donc les exemples ne manquent pas. Donc, c'est juste pour dire que la colonisation, ce n'est pas seulement l'exploitation économique, ce n'est pas seulement l'exploitation, la domination politique, mais aussi elle est aliénation culturelle. C'est juste une petite parenthèse. Et certains professeurs l'ont même évoqué dans leurs travaux. C'est le cas du professeur Mbaye, professeur historien, qui disait que l'administration se préoccupait plutôt comment dire encore, il se préoccupait plutôt que de préparer méthodiquement l'évolution des indigènes pour une meilleure rentabilité des territoires conquis. C'est ce qu'a souligné le professeur Mbaye. D'accord. Également, sous un autre registre, le professeur Ibader Cham souligne qu'à travers l'école, il était question d'arracher les jeunes africains à son milieu, de le faire évoluer dans un univers culturel qui est différent, de manière à établir entre lui, donc l'Africain, et sa famille, une barrière culturelle, soulignée par le professeur Ibader Cham dans sa thèse de doctorat. Alors,
Voilà autant d'éléments qui expliquent les causes internes des mouvements de décolonisation. À cela s'ajoute l'injustice, la justice donc à deux vitesses, l'encadrement judiciaire arbitraire, comme l'a si bien dit Hélène d'Almeida Topor dans l'Afrique au XXe siècle, son livre. Chers apprenants, après avoir évoqué ces différents aspects ayant trait aux causes internes, passons aux causes externes. Rapidement, pour les causes externes, nous pouvons citer l'impact de la Deuxième Guerre mondiale, parce que vous êtes sans savoir que la participation des Africains à la Deuxième Guerre mondiale, donc à l'effort de guerre, a contribué à démystifier la supériorité de l'homme blanc, à démythifier la supériorité de l'homme blanc. Donc la supériorité de l'homme blanc est carrément battue en brèche et remise en cause. Vous êtes sans savoir, lors de cette guerre, les tirailleurs sénégalais ont défendu et ont porté le drapeau donc métropolitain, ont contribué à la victoire des puissances alliées contre les puissances de l'Axe. La participation, l'implication donc de l'ONU donc est impliquée en soutenant à travers le Conseil de tutelle, en soutenant donc les peuples colonisés à accéder à l'indépendance. Troisième élément, c'est l'implication des États-Unis et de l'URSS. Mais il faudra le prendre avec beaucoup de précautions. Si les États-Unis et l'URSS sont impliqués, il n'en demeure pas moins que ces deux puissances étaient dans une logique de satellisation du monde. N'oubliez pas qu'on est dans un contexte de pleine guerre froide. Ces deux leaders voulaient avoir beaucoup plus d'états tampons, beaucoup plus d'états intermédiaires, beaucoup plus d'états satellites. C'est la raison pour laquelle, d'une part, ils sont impliqués dans ces mouvements de décolonisation en apportant le soutien au peuple colonisé. Donc derrière ce soutien, il y a cette volonté manifeste, cette volonté donc tacite de satellisation du monde, voilà, de création d'états tampons, de création d'états satellites et d'états intermédiaires ou interposés. Voilà grosso modo les éléments, les grands éléments ayant trait aux causes générales de ces mouvements de décolonisation. Jusque-là, ça va? Vous tenez bien le fil conducteur? Voilà, passons maintenant aux similitudes. Par similitude-là, on fait allusion donc aux ressemblances. Donc voilà, aux ressemblances. Qu'est-ce qui explique les ressemblances entre les mouvements de décolonisation? Ces ressemblances, on peut les chercher au niveau des formes. Par exemple, la forme pacifique. Quels sont les pays qui ont accédé à l'indépendance en empruntant cette voie pacifique? Il y a l'Inde qui a accédé à l'indépendance en 1947 par voie pacifique. Le Ghana, la Gold Coast, devenue Ghana en 1957. Le Sénégal avec les pays de l'AEF dans les années 60. Voilà. Donc ces colonies ont adopté la même forme de décolonisation par la négociation. Ces colonies ont négocié leur indépendance. Par ailleurs, il faudra souligner aussi qu'il y a une colonie qui a accédé certes à l'indépendance, mais dans la rupture. Donc en rompant ses liens avec la France, systématiquement. En 1958, c'est la Guinée-Conakry. Jusque-là, ça va. Comme autre similitude, toujours du point de vue forme, il y a des pays qui ont arraché, des colonies qui ont arraché leur indépendance, qui ont mené une lutte acharnée pour mettre fin à l'oppression. Il s'agit de l'Indochine. L'Indochine a arraché son indépendance. De l'Algérie, colonie française, Indochine, colonie française. De l'Angola, Mozambique, Cap-Vert, Guinée-Bissau. Ce sont des colonies portugaises. Donc, à y regarder très près,
à y regarder très près, les décolonisations violentes se sont opérées, se sont manifestées dans les colonies françaises et dans les colonies portugaises. On reviendra là-dessus. D'accord. Ou bien si vous voulez, on le clarifie rapidement. Pour comprendre cela, il faudra revisiter, il faudra jeter un regard sur les systèmes d'organisation coloniale. Le système français et portugais est beaucoup plus rude, beaucoup plus dur, beaucoup plus corsé que le système britannique. Le système britannique est plus soft. Le système britannique encourage le self-government, contrairement au système français et au système portugais. Alors donc, autre exemple de similitude, nous pouvons citer le fait que, certes, les colonies ont accédé à l'indépendance, mais il y a eu des moments de tension. Le sang a coulé, ils ont accédé à l'indépendance par voie pacifique, mais le sang a coulé. C'est l'exemple de l'Inde, c'est le cas de l'Inde, d'accord, avec le massacre d'Amritsar le 13 avril 1919 qui a causé plus de 300 morts. D'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, les populations manifestaient contre la Rowlatt Act. D'accord. Donc ils l'ont dénoncé. Et dans ce cas de dénonciation, ils ont été donc sévèrement réprimés. Et il y a le massacre d'Accra, au Ghana, Gold Coast. Ouais. Et ça s'inscrit, c'est dans ce cadre que s'inscrit la marche des anciens combattants en février 1948 pour dénoncer la cherté de la vie. Et ces anciens combattants de cette marche donc, a été sévèrement réprimée et qui a causé donc environ 29 morts et plus de 230 blessés. Donc ça, c'est le massacre d'Accra. Et s'y ajoute comme un autre exemple de similitude pour dire que ces colonies ont accédé à l'indépendance par voie pacifique, mais le sang a coulé. C'est le cas du Sénégal. L'affaire Camp de Thiaroye, il ne faut pas l'oublier, en 1944. Des tirailleurs sénégalais qui réclamaient leur prime, des tirailleurs sénégalais qui réclamaient leur pécule, des tirailleurs sénégalais qui réclamaient leur indemnité ont été sévèrement réprimés, ont été donc massacrés au camp de Thiaroye après avoir porté avec courage, après avoir porté avec abnégation, avec rigueur et comment dire encore, avec ténacité le drapeau métropolitain français. Ces tirailleurs donc ont été donc sévèrement réprimés. Alors, chers élèves, voilà telles sont les grandes lignes ayant trait à la première partie que je vous ai présentée, à savoir les causes générales des mouvements de décolonisation et les similitudes des mouvements de décolonisation. Donc, pour une prochaine séance, nous vous présenterons la particularité et la complicité des mouvements de décolonisation. Sur ce, je vous remercie et je vous dis bon courage. Ok? Allez, bye.